Et donc, soyez les bienvenus pour ce webinaire. Donc, quelques mots de présentation avant qu'on démarre. Donc, je m'appelle Vincent Balouet, je dirige maîtrisedescrises.com. J'ai fait toute ma carrière sur la prévention des risques majeurs, notamment les risques systémiques qui touchent les entreprises. Il y a bien longtemps, j'ai commencé par le bug de l'an 2000, pour lequel j'ai été mobilisé, alors que j'avais à peine 28 ans, par d'abord les entreprises, les associations professionnelles. J'ai été recruté en urgence par le SIGREF pour aller piloter l'opération. Opération qui a coûté, mine de rien, 10 milliards d'euros et mobilisé 40 000 personnes quand même, pendant 7 ans. Puis le MEDEF est venu me chercher en 98, et puis enfin Bercy pour mettre en place la cellule de crise gouvernementale du 31 décembre, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc je me suis retrouvé un peu au centre de la bataille. Pour les nostalgiques, si ça vous intéresse, vous irez sur le site histoireen2000.fr, où je raconte un peu les mémoires avec des documents, des vidéos, enfin bref, tout ce qu'il faut pour revivre l'événement. Depuis, je m'occupe d'autre chose que de l'informatique. Il y a eu le Covid, évidemment. Il y a eu la crise énergétique en 2022, si vous vous en souvenez. On a le risque de crue majeure Paris qui est très préoccupant et qu'on suit au millimètre. Pour l'instant, ça va bien entendu, mais enfin, on regarde ça de très près. Le climat social, la cybersécurité et le contexte géopolitique, donc, puisque c'est le sujet du jour. J'ai pu participer par le passé à des missions internationales de RETEX, de retour d'expérience de différentes entreprises et de communautés, dont New York, suite à différentes catastrophes, et je suis membre du Shift Project, enfin Shifter pour être très précis, depuis 2018. Donc notre métier chez Maîtrise des crises, c'est d'analyser la situation, les risques qui pèsent sur l'entreprise, d'essayer de comprendre de quoi ils sont faits, de les anticiper, de les décoder pour la direction générale, donc dans un langage de COMEX, dans un langage de DRH, dans un langage de patron informatique, de patron des finances, de communicant, directement à l'intérieur d'un COMEX, pour que tout le monde ait les idées claires le plus vite possible quand un risque arrive. Je dis bien arrive, pas est déjà là, mais plutôt en anticipation quand un risque arrive. Et donc ensuite, on essaye d'alerter tout le monde au moment où ça se matérialise et de guider, de tenir la main en fait, des équipes dirigeantes pour éviter d'être pris dans la machine à laver et d'avoir toujours un temps de retard. Donc on préfère avoir un temps d'avance pour que les choses soient claires. Donc ça fonctionne sur une plateforme auquel on s'abonne, et la particularité, c'est que tout est mutualisé, bien sûr, puisque c'est les mêmes contenus un peu pour tout le monde, et donc ça représente un coût très faible par rapport à l'effort réalisé, et c'est pas dépendant du tout de l'utilisation que vous en faites. Si vous donnez accès à l'ensemble de vos salariés, ça ne coûte pas plus cher que si c'est une seule personne chez vous. Donc c'est des abonnements tout à fait illimités. 3 semaines, les 3 premières semaines, c'est gratuit, c'est période d'essai. Et puis après, écoutez, appelez-nous pour une démonstration plus détaillée. Alors ça se présente sous la forme d'une plateforme. Je vous ai mis une copie d'écran là. Vous avez un centre de formation, une bibliothèque de checklists qui est à jour, des notes DG en français, en anglais, etc. Enfin voilà, on essaie de mettre des contenus qui vous permettent de comprendre, de vous préparer, de vous alerter et d'être, disons, à forte valeur ajoutée auprès de vos directions pour le jour où ça déborde. Donc les sujets qu'on surveille, c'est un peu tous les sujets, et aujourd'hui, évidemment, c'est le sujet géopolitique qui va nous préoccuper, puisqu'on va faire un point complet sur là où on en est, si tant est qu'on puisse comprendre à peu près quelque chose, les scénarios qui sont devant nous, pourquoi ça pourrait durer, et comment s'y préparer à la minute où je vous parle. Alors, on va faire donc ce point-là maintenant. Alors, sur la situation générale, donc bien entendu, on a une situation qui est fortement évolutive. Donc moi, je me réveille tôt le matin, tôt, pour essayer d'analyser tout ça à la faveur du décalage horaire, bien sûr. On a le détroit d'Ormuz, comme on a anticipé ça depuis le mois d'août dernier, quasiment, lors de nos différentes interventions un peu partout. On a dit surveiller le détroit d'Ormuz, donc ça y est, c'est fait. Il est complètement bloqué maintenant. Il y a des pétroliers en feu qui sont plus ou moins en travers, donc cette nuit, ça a bardé. Et forcément, ça va durer, parce qu'on ne débloque pas un passage de cette nature en 5 minutes en appuyant sur un bouton, et par-dessus le marché, les Iraniens ont commencé à éparpiller des mines un peu partout sur la zone, donc ça va forcément durer. Pour bien se rendre compte, le détroit d'Ormuz, c'est un truc qui est très étroit. Alors physiquement, en surface, ça fait de l'ordre d'une 50aine de mètres de large, mais la partie navigable fait à peine 10 km, c'est-à-dire en gros un canal montant et un canal descendant, un peu comme la Manche. C'est assez comparable à la Manche entre la France et l'Angleterre, pour se faire une idée. Mais il n'y a que la zone centrale qui est navigable, et donc il suffit qu'un bateau se mette en travers, c'est fini. C'est fini, ça passe plus, et les temps d'intervention, de déminage, etc. sont colossaux par rapport à l'enjeu. Donc forcément, ça va durer, mais je vais y revenir.
Deux, il y a eu ce matin, donc si vous l'avez regardé, des interventions des marchés pour injecter du pétrole sur les marchés, donc avec des libérations des réserves stratégiques des différents pays pour essayer de contenir la crise, au moins le temps du premier pic, on va dire. Mais évidemment, tout ceci n'est pas éternel. Donc on est vraiment... là, les salles de crise sont ouvertes, si vous voulez. Il n'y a plus de doute possible. On était encore en demi-crise jusqu'à il y a quelques jours. Là, maintenant, depuis ce matin, là, c'est parti. Les quantités disponibles, c'est-à-dire tout sauf Hormuz, en fait. Hormuz, c'est de l'ordre de 20% à peu près. Donc, mine de rien, c'est beaucoup. Les premiers impactés, c'est les Chinois. Et du coup, la Chine se source ailleurs, c'est-à-dire là où nous sourçons, d'où grimper des prix, d'une part, et d'autre part, déjà des restrictions très importantes, notamment en Asie, au Vietnam, en Thaïlande, etc., où les consignes des pouvoirs publics, c'est de dire restreignez-vous, économisez, on en distribuera moins, etc., etc. Donc ça commence à freiner un peu de partout, pas seulement sur les conséquences des prix, mais sur les conséquences de politique qui disent le robinet se ferme, donc il faut qu'on s'adapte, et donc dans un mouvement qui est contrôlé, qui est dirigé. Troisième chose, il y a évidemment des gagnants dans la crise. Donc les principaux gagnants à la crise qui s'approvisionnent assez peu là-bas et qui ont des réserves chez eux très importantes, c'est les États-Unis, qui sont premiers producteurs de pétrole à la minute où je vous parle. Et donc ils voient les prix monter, et donc les prix des exportations, notamment vers l'Europe, qui grimpent. Donc eux, à la fois, ça les gêne pas trop, et deux, les prix montent, donc l'argent rentre. Donc très clairement, au moins à court terme, les aiguilles vont dans le vert, si vous voulez, côté américain. Idem avec la Russie, qui se retrouve en situation d'être le bon samaritain et d'aller sauver la vie des Européens qui vont manquer d'hydrocarbures. Les Chinois, eux, regardent ça d'un petit peu plus loin, pour plusieurs raisons. Alors, ils sont embêtés, évidemment, mais ils arrivent à se refournir. Ils regardent ça de manière assez distante pour l'instant, dans la mesure où ils ont un pouvoir de nuisance et de pression via la dette sur les Américains qui est extrêmement fort. Même si ce n'est pas les Américains qui bloquent Hormuz tout de suite, c'est plutôt les Iraniens. Enfin, et d'autre part, les Chinois contrôlent par leur poids et leur fourniture beaucoup de choses, donc ils peuvent leur enquiquiner un petit peu qui ils veulent. Et ils regardent l'attrition des munitions américaines avec beaucoup d'intérêt, puisque une fois qu'il n'y en aura plus beaucoup, ils pourront se permettre de prendre Taïwan. Donc les Chinois jouent un rôle, si vous voulez, enfin la Chine sur le papier en tous les cas, joue un rôle qui est un petit peu différent des autres pays. Alors nous, l'Europe, on est coincé là-dedans parce que pour l'essentiel, on est extrêmement dépendant des hydrocarbures achetés à l'extérieur. On en a très peu en réserve. La Norvège est, disons, est très déclinante, il n'y a presque plus rien. En Grande-Bretagne, il n'y a plus rien. Il ne reste vraiment pas grand-chose. Donc nous, on achète tout à l'extérieur. Et évidemment, une crise de pétrole désavantage une région comme l'Europe qui se fournit exclusivement à l'extérieur. Donc là, pour nous, c'est vraiment pas bien. Pour les pays d'Asie, non Chine, on va dire, eux, évidemment, ils regardent les missiles passer par-dessus leur tête et ils prennent des précautions déjà pour consommer moins et pour ça ils s'attendent à une évolution des prix qui leur sera très défavorable aussi. Donc c'est moins que l'Europe, mais quand même. Et puis l'Afrique, eux, ils sont exportateurs, donc s'ils remettent la main sur leur fourniture, ils vont se mettre à l'abri, mais par contre, ça va nous embêter, nous, puisque on se fournit de manière tout à fait significative de pétrole venant d'Afrique, Nigeria, etc. Donc cette affaire, si vous voulez, redistribue les cartes et les grands équilibres de fourniture d'énergie, et Dieu sait si l'énergie c'est important, je vais y revenir, ce qui permet d'aboutir, enfin c'est ce qui ouvre la gamme des scénarios qui sont devant nous, et plutôt que rester les bras ballants en disant on verra bien comment ça va se passer, et on retarde les décisions, nous ce qu'on préfère faire c'est éclairer les scénarios, sans doute que certains ne se réaliseront pas, puisque d'autres le feront, mais au moins on aura un peu réfléchi d'abord. La vraie question c'est quel monde de demain, alors demain matin, mais surtout à moyen terme et un peu plus long terme, dans quel état le monde va se restabiliser s'il se stabilise un jour. Et sans doute pas dans la situation initiale. Donc il y a de toute façon un shift à faire, si vous voulez, un transfert à faire entre la situation stable d'avant et une éventuelle situation stable d'après à moyen terme. Pas tout de suite, mais à moyen terme. Donc c'est ça qu'on va regarder maintenant, ce qui évite de rester les bras ballants, si je puis dire. Alors, le premier paramètre dans cette affaire, donc je les ai regroupés en préparant et je les ai appelés la guerre de quelque chose. Donc le premier, c'est la guerre évidemment de l'énergie.
Donc il faut se souvenir que l'énergie est à la base de tout, de ce qu'on appelle couramment le progrès. Il a déboulé dans les économies et dans la vie de tous les jours, en gros en 1850 avec la révolution industrielle et l'arrivée du charbon pour faire de l'acier et tout ce qui a suivi. Aujourd'hui, en reprenant les chiffres du Shift Project, un Européen moyen, je dis bien moyen, dispose via la quantité d'énergie qu'il consomme directement ou indirectement dans les produits qu'il achète, de l'ordre de 500 esclaves énergétiques. Alors un esclave énergétique, c'est quoi? C'est que si on n'avait pas toute cette abondance d'énergie, et si il fallait qu'on fasse tout ça à la main, donc bêcher à la main son jardin pour faire pousser des pommes de terre, transporter les marchandises avec des charrettes à bras, etc., etc. Pour avoir le niveau de vie qu'on a là aujourd'hui, chaque Européen devrait disposer de 500 humains qui feraient du travail pour lui donner des pullovers, des machines à laver, des téléviseurs et de l'électronique en allant ouvrir les mines au fin fond de l'Asie, transporter les matériaux, se chauffer, etc. Donc c'est beaucoup, et évidemment, si on a une crise d'énergie qui rentre un peu en sévérité et qui dure, ce chiffre-là va baisser. Il est plutôt dans la tranche 500-800 pour des CSP++, c'est plutôt par là-bas, et les Américains sont encore beaucoup plus hauts. Et évidemment, si on a une vie un peu spartiate, ça baisse tout de suite, mais enfin, on ne descend pas en dessous de 150, quoi. C'est pour avoir une idée. Donc ça veut dire qu'une crise énergétique qui tendrait à tarir l'énergie disponible pour les Occidentaux que nous sommes va avoir des conséquences tout à fait directes sur, appelons ça le niveau de vie, le confort, la quantité de progrès qu'on a autour de nous, et va rendre les choses beaucoup plus rustiques. Alors on n'en est pas encore là, bien sûr, mais il faut avoir un peu ce chiffre en tête. Le chiffre de 500, c'est colossal. Si ça avait été 3 ou 4, on dirait, bon, ok, on se met un peu au boulot et on change un peu de mode de vie, ça va. 500, attention, 500, c'est la production des médicaments, c'est la nourriture abondante et pas chère dans les supermarchés, c'est tout, enfin tout, quoi. Tout. Donc il faut garder ce chiffre en tête, et c'est ce chiffre-là qui est impacté si l'énergie n'est plus abondante et pas chère. Donc il y a évidemment un impact sur les coûts. Là, tout de suite, l'Europe s'approvisionne, enfin, et en particulier la France, assez peu par le pétrole qui sort du détroit d'Ormuz, qui, rappelons-le, enfin, en tous les cas pour la partie iranienne, va quasiment exclusivement à 90 et quelques pourcents vers la Chine. Puis après, il y a le gaz et le pétrole, Qatar, Koweït, etc., qui s'en va par là aussi. Mais dans le mix français, on consomme assez peu. En revanche, on va ailleurs. Et comme les Chinois ont plus accès à ça, bah, eux, ils s'approvisionnent sur les marchés sur lesquels nous, on s'approvisionne. Donc tout ceci a un impact sur les coûts immédiats qu'on voit tout de suite. Et d'ailleurs, la réaction des marchés et l'ouverture des stocks stratégiques, si vous voulez, va dans le sens d'une tentative de maîtriser les coûts et, disons, au moins le premier choc. Voilà. Ensuite, il faut regarder ça un peu par secteur. Donc il y a évidemment un fort impact sur tout ce qui est transport, chauffage, industrie, c'est-à-dire en gros l'utilisation thermique des hydrocarbures, et pour les entreprises singulièrement le transport. Encore que le chauffage, on l'utilise pour la transformation chimique, faire cuire les aliments, faire cuire du pain dans une boulangerie, etc. Tout ça, c'est de l'énergie. Donc c'est une utilisation qui est très importante pour nous. La première consommation d'énergie en France, c'est les fossiles, même si on a du nucléaire pas cher. Et le gros du secteur, c'est le transport. Donc c'est là que ça tape. La deuxième utilisation, c'est le fossile chimique, c'est-à-dire l'utilisation du pétrole pour faire des cols, des peintures, du goudron, tout ce qu'on voudra, sans le faire brûler. On a une forte utilisation des hydrocarbures sur l'agriculture. Ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que les engrais, les petites billes blanches qu'on achète dans les jardineries pour son jardin, mais à grande échelle pour les cultures, sont faites avec du gaz. C'est un très gros consommateur de gaz d'avoir des engrais qui améliorent les rendements agricoles. S'il n'y a plus d'engrais, les rendements agricoles se cassent la figure. Et du coup, il va falloir retrouver des champs rapidement et mettre des agriculteurs partout pour faire les cultures, quoi. Mais beaucoup d'agriculteurs. Donc la partie engrais, si vous voulez, est très importante et on est très dépendant de ça. On achète beaucoup d'engrais au fin fond du Golfe qui est bloqué. Donc dans l'alimentation, c'est la cuisson, toute l'énergie qu'il y a dans nos aliments.
en passant par la baguette de pain, etc. Donc il y a déjà des reportages partout sur les chaînes info, on est avec des boulangers qui voient leur facture grimper, le transport grimpe, etc. Donc clairement dans l'assiette, il y a beaucoup de choses qui sont impactées par la crise énergétique qui est là maintenant. Et puis de façon générale, tout ce qui concourt à la fabrication indirectement des voitures, des produits, de tout. Donc très clairement, c'est un choc tout à fait sévère sur une partie qui est utile dans le fonctionnement des économies modernes, qui est tout à fait déterminante. Donc on peut faire 3 blocs, comme je disais tout à l'heure, de gagnants-perdants. Très clairement, avec cette affaire, on sort en position de force les États-Unis et la Russie. L'augmentation des coûts de l'énergie sert leurs intérêts. Géostratégiquement, ils se retrouvent en position de gens qu'on va appeler à la rescousse pour essayer de régler les problèmes. Aussi bien les Américains, qui nous livrent déjà du GNL en grande quantité, etc. Mais enfin bon, si les robinets se ferment là où on va nous s'approvisionner, très clairement, il faudra trouver tout ça ailleurs. Et puis la Russie, évidemment, qui elle, se rigole un bon coup, en voyant l'Occident se déchirer, et eux, ils ont des stocks très importants quand même, hein, de pétrole, et donc ils vont se retrouver dans un contexte où avec la guerre en Ukraine, ils étaient un peu bannis de tout le monde. On va aller les supplier de réouvrir les tuyaux. Donc évidemment, tout ceci n'est pas neutre géopolitiquement, pas forcément directement impactant dans l'entreprise tout de suite, mais il faut quand même garder ça en tête. Le deuxième bloc, c'est les faibles, hein, dont on fait largement partie. On est même peut-être parmi les plus vulnérables. On a un niveau de vie élevé, on fait une consommation d'hydrocarbures très élevée, comme on le disait tout à l'heure, et on n'a pas de réserve, on importe tout. Donc là, vraiment en mauvaise pioche. Même si on tente d'électrifier nos usages, la voiture, tout ce qu'on voudra, les pompes à chaleur et ainsi de suite, le transport complet électrique des marchandises qui viennent de loin, ça vient en cargo, ça vient en camion ensuite. Et tout ça, pour l'instant, ça ne fonctionne ni à voile ni à l'électricité. Et donc, sans ça, ça va être compliqué. Et puis, la Chine, comme je disais tout à l'heure, qui, elle, compte les pions et attend un petit peu l'attrition des munitions, dont je vais reparler, pour intervenir sur encore d'autres fronts, et je pense à Taïwan en particulier. Alors, la deuxième guerre qui est en train de se dérouler, c'est la guerre de l'eau. Donc, le sujet a été enfin ouvert par les médias assez récemment. Ça fait 3-4 jours qu'ils en parlent. Alors, pourquoi l'eau? Parce que dans ces régions du monde, notamment le Golfe et le Moyen-Orient, côté Golfe Persique, si vous voulez, et le Proche-Orient, donc côté Méditerranée, l'eau potable n'est pas disponible naturellement, donc il ne pleut pas assez, il n'y a pas de relief, etc. Il n'y a pas de rivière. Enfin bon, c'est du sable, hein, concrètement, enfin en caricature un peu. Et donc pour faire fonctionner des populations très importantes, puis derrière des cultures, et en caricaturant avoir la clim et des jacuzzis et des piscines, il faut de l'eau douce. Et l'eau douce, pour la fabriquer, puisqu'elle ne tombe pas du ciel, on dessale l'eau de mer. Et pour dessaler l'eau de mer, on utilise un procédé physique qui s'appelle l'osmose inverse, peu importe, et qui est, il faut le savoir, être extrêmement énergivore. Pour avoir un ordre d'idée en tête, il faut 1 litre de pétrole pour faire l'électricité nécessaire au dessalement de 100 litres d'eau douce. 1 litre pour 100 litres. Alors, ça a l'air de rien, sauf que le train de vie là-bas est qu'il consomme un petit peu plus que 100 litres par tête par jour, sur des populations qui sont assez significatives, de plusieurs dizaines de millions de personnes un peu partout dans le Golfe. Donc il y a des très grosses installations de dessalement d'eau de mer qui sont, ou désalinisation, peu importe, d'eau de mer qui sont dans la région, mais quand je dis très grosses, c'est vraiment des très très grosses usines, et certaines ont commencé à être bombardées. Alors là, c'est un risque extrêmement grave, parce que qui dit si les ressources en eau potable, donc via ces usines, commencent à se tarir, là il y a un risque instantané et humanitaire très important, qui ne repose que sur les stocks de secours. Et il faut évacuer, il n'y a pas 40 solutions. Donc si c'est qu'une usine qui est touchée, c'est tout de suite 7 à 10 millions de personnes à sortir de là. Les aéroports sont fermés, faut-il le rappeler. Le Golfe a emmené des bateaux là-bas, puisqu'il est bouché, ça ne passera pas. Donc je ne sais pas comment il faut faire pour faire sortir les gens, mais s'il n'y a qu'une seule usine qui tape, c'est déjà très compliqué. Si plusieurs usines de dessalement d'eau de mer sont impactées, il y aura des drames. Et c'est quasiment sans solution pour secourir, disons, 95 ou 99% de la population. Donc certains vont s'en sortir, forcément, d'autres pas du tout. Et donc il y aura un drame en direct à la télé, pour être très très clair, touchant des populations très importantes, privées d'eau.
Et je ne parle pas là de confort, et je parle à peine je parle pas de partir en vacances, hein, je parle d'avoir de quoi boire et manger un peu pendant la période en question. Réparer des usines de dessalement lourdement bombardées dans une région du monde où on ne peut pas acheminer de la logistique parce que le détroit d'Ormuz est bloqué, je ne sais même pas comment il faut faire. Donc cette guerre de l'eau, si vous voulez, c'est un peu the new nucléaire, quoi, hein. C'est envoyer du nucléaire tactique, ça serait vécu comme étant une escalade terrible. Assécher entièrement l'eau potable dans une région comme ça n'a jamais été fait. Il y a déjà eu 2 utilisations du nucléaire dans l'histoire et 0 utilisation d'armement contre des usines d'eau potable à cette échelle-là, en nombre d'usines, en capacité de dessalement et face à une population qui utilise cette ressource à ce point importante. Donc il ne faut pas du tout prendre ce truc-là à la légère. C'est un peu l'arme suprême, si vous voulez. Et donc s'il devait y avoir des très grosses installations lourdement endommagées, il va y avoir un drame. Très clairement, le Golfe va fermer et ne sera pas reconstruit tout de suite. Donc il faudra nous s'organiser sans ça, et pas dessus marcher évidemment. Il y aura des drames humains et humanitaires tout à fait majeurs, à l'échelle de l'histoire. Hein, voilà. Donc il ne faut pas du tout prendre ça à la légère. Et pour l'instant, ça a été tapé un peu, mais pas trop. La troisième guerre, c'est la guerre d'attrition. Alors attrition, c'est quoi? C'est consommer les stocks, hein. On voit bien ça sur le conflit Ukraine-Russie. Et pour l'essentiel, c'est les munitions et surtout les intercepteurs, c'est-à-dire en clair les missiles antimissiles ou les missiles anti-drones, ou enfin ces trucs-là, pas les munitions basiques. Les stocks israéliens sont en fait des stocks américains, et les stocks américains sont en train de se vider à vitesse grand V. Alors, ils ne sont pas à zéro, mais enfin, la jauge baisse. Et les Iraniens, évidemment, tapent dans leur stock de leur côté. Donc pour l'instant, chaque jour qui passe, et autant de missiles tirés, c'est autant de stocks en moins. Et donc ceci aura une fin forcément. Les Européens sont en retrait là-dessus. Ils ont une difficulté à faire tourner les usines d'armement et notamment l'aviation qui est très largement américaine. Enfin, on est sur une zone où c'est les Américains qui contrôlent tout, ou à peu près. Et donc les stocks baissent, et la Chine est en embuscade là-dessus, puisque l'affaissement des stocks de munitions américains, qui est progressif, hein, qui n'est pas non plus brutal, va dans le sens d'un rééquilibrage avec la Chine, qui, eux, s'arment à toute vitesse, fabriquent des bateaux, des sous-marins, des porte-avions, tout ce qu'on voudra, à vitesse grand V. Dans quelques années, ils auront très largement dépassé l'armement américain en nombre de bâtiments à la mer, en nombre de sous-marins, en nombre de tout ce que vous voulez. Ça va très très vite. Et donc évidemment, cette crise-là, à condition qu'ils aient quand même du pétrole, mais ils ont la Russie qui est pas loin, fait les affaires, géopolitiquement parlant, de la Chine. Donc ce sera évidemment à suivre. Donc cette affaire-là, si vous voulez, c'est un stock qu'on consomme, quoi. Enfin que les protagonistes consomment, et qui n'est pas infini. Et donc à un moment donné, il va y avoir un changement de partie, un changement de règle du jeu dans cette histoire-là. L'autre guerre, c'est la guerre logistique. Donc évidemment, on a des porte-containers qui se promènent de partout. Alors il faut distinguer un peu les porte-containers qui rentrent dans le Golfe et qui chargés, hein, qui rentrent chargés, et qui approvisionnent les pays de cette région-là, donc le Koweït, etc., pour délivrer des marchandises, parce qu'ils ont besoin de voitures, de tout ce qu'on veut, enfin évidemment, et puis ça vient de loin, donc ça vient par là. Et puis les porte-containers qui sortent, notamment avec de l'engrais, même si c'est des vraquiers, peu importe. Et donc le monde marche bien quand la logistique marche bien. Après, il y a un sujet environnemental, mais je ne le traite pas ici. Et donc, très concrètement, des installations portuaires ont déjà été touchées par des bombardements des uns et des autres. Très clairement, des bateaux sont en feu, enfin, ça va pas très bien. Les armateurs, je vous ai mis l'article du Monde là, sur la droite, les armateurs, enfin les gens qui font tourner les bateaux et les transporteurs surveillent comme le lait sur le feu les points d'approvisionnement de pétrole pour eux, pour faire le plein des bateaux. Et aujourd'hui, ces points d'approvisionnement sont en risque de ne pas pouvoir ravitailler. Et un bateau, ça consomme beaucoup. Donc il faut de temps en temps quand même faire le plein. Et si dans le Golfe Persique, on ne peut plus faire le plein normalement, si vous voulez, ça pose quand même un problème de savoir s'ils y vont ou ils n'y vont pas, nonobstant le détroit d'Ormuz qui de toute façon est barré.
Donc on risque de blocage de navires, de transporteurs qui ne vont pas vouloir les envoyer sur les zones. Donc tout ceci freine. Il y a un risque d'endommagement des marchandises tout de même, qui traînent sur les quais ou même dans les bateaux. Hein. Donc, le coût du risque, et j'y viens, augmente, le coût du pétrole augmente, le temps de trajet augmente puisqu'il faut faire le tour de l'Afrique par le sud pour aller approvisionner les États-Unis et l'Europe. Donc tout ça, ça tire dans le mauvais sens, très clairement. C'est aussi de tirer les leviers sur la logistique mondiale, c'est aussi une façon de pénaliser des gens qui ne sont pas dans le conflit, mais qui sont à l'autre bout du container, si vous voulez. C'est de pénaliser les gens qui sont à la destination des marchandises. Donc cette affaire-là, si vous voulez, tous les protagonistes, évidemment, ont compris comment ça fonctionne. Et donc les grands perdants dans cette affaire, c'est ceux qui importent beaucoup et qui sont très dépendants du transport, dont l'Europe, bien sûr. Donc là, les coûts grimpent à toute vitesse, les délais grimpent à toute vitesse, le coût du risque grimpe à toute vitesse, et on ne sait pas très bien où on va, pour être très clair. Et là, le blocage ce matin, pour un bon moment du détroit d'Ormuz, si vous voulez, va rebeloter les cartes pour un bon moment aussi. Alors, la guerre cyber, alors là, les télés n'en parlent presque pas, donc très franchement, je ne comprends pas. D'abord, les cyberattaques tout court, celles qu'on connaissait d'avant, continuent. Il y a toujours des intrusions dans nos systèmes d'information, je parle des entreprises, qui visent à nous piquer les bases de données, qui visent à nous embêter, pour dire les choses très simplement. Donc ça continue. Par-dessus le marché, il y a eu 4 data centers qui ont été bombardés par des drones, semble-t-il venant d'Iran. Je reste un tout petit peu prudent, parce que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Donc 3 data centers Amazon, semble-t-il, et un 4e non Amazon. Il paraît que c'est un Microsoft, mais je ne suis pas complètement sûr. Les services qui étaient hébergés dedans sont évidemment en panne. Ça ne marche pas. Donc de deux choses l'une, où c'est répliqué ailleurs et Amazon a su le faire et donc ça fonctionne, ou c'est des services locaux et c'est à l'arrêt. Et il y en a. Il y a des moyens de paiement dans la région, dans le Golfe, qui sont à l'arrêt parce que c'est l'informatique qui ne marche pas, pour dire les choses. Donc pour l'instant c'est ponctuel et les infrastructures générales cette fois-ci, c'est-à-dire en gros les télécoms dans la région, les télécoms à terre et en mer dans la région, n'ont pas été, pour le moment en tous les cas, gravement touchés par le conflit. Donc on n'a pas eu de sectionnement de câbles, on n'a pas eu de bâtiments renfermant des nœuds télécoms très importants, multi-opérateurs si vous voulez, qui auraient été touchés par un missile ou du sabotage ou j'en sais rien, visant à perturber non seulement la zone, mais le cheminement de l'information, disons, de l'Europe vers l'Asie. Donc pour l'instant, ça n'a pas encore eu lieu, j'espère que ça n'arrivera pas évidemment, mais très clairement, ça a mis le doigt sur le fait que les gros data centers, des gros hébergeurs de cloud, sont des cibles stratégiques comme une autre, et ils sont évidemment pas du tout défendus. Pas du tout. Ça n'existe pas d'avoir des data centers, alors peut-être ceux de l'armée, mais encore, avec des tourelles et des rampes anti-missiles aux 4 coins pour les défendre. Ça n'existe pas. Donc pour l'instant, si vous voulez, il ne faut pas que ça devienne une mode, quoi. Voilà. Il ne faudrait pas que ça dégénère et que, comme un peu comme les usines d'eau, si vous voulez, mais avec moins de dégâts cette fois-ci quand même, ça devienne pratique de bombarder des data centers pour embêter tout le monde, dont l'Occident. Donc à ce stade, on en est là. Les coupures câbles qu'on avait connues au début du conflit Russie-Ukraine dans la mer Baltique et dans la région Moyen-Orient, où il y avait 2 câbles Microsoft de mémoire qui ont été arrachés entre guillemets par un pêcheur maladroit, mais enfin c'était 2 gros câbles Azure qui commandaient toute l'Asie du Sud-Est, quoi. Qui ont été arrachés bien volontairement par, on ne sait pas très bien qui, mais enfin probablement de la mouvance russe. Ces coupures-là ne se sont pas reproduites avec le théâtre de conflit qu'on a actuellement. Donc je suis assez prudent là-dessus. Il est tout à fait possible, le jour où il n'y aura plus de missiles, que les différentes parties s'y prennent autrement pour embêter les autres, quoi. C'est pour ça que je fais le lien avec l'attrition qu'on a vu tout à l'heure. Donc il y a plusieurs scénarios, si vous voulez, d'aggravation pour nous. La première, ça serait des coupures de câbles dans la région, au Moyen-Orient. La seconde serait des coupures câbles autour de l'Europe. Alors soit par le canal Méditerranée, puisque le fin fond de la Méditerranée est truffé de câbles de partout, les arrivées par l'Atlantique et le théâtre mer du Nord, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a encore les Russes qui se promènent par là-bas.
la mer Baltique, etc., qui peuvent tout à fait reprendre leurs vieilles habitudes de sectionner des câbles au fond de la mer. 3, c'est des câbles autour de l'Asie, qui pourraient être coupés, alors évidemment, je vise personne, mais enfin pour embêter l'Asie, très clairement, et les échanges avec les États-Unis. Et puis il y a un scénario dont on a peu parlé, ça serait que des puissances hostiles aux Américains fassent une tentative ou une réussite de couper les câbles importants, les gros, et beaucoup, qui arrivent sur les États-Unis, à la fois par le Pacifique et par l'Atlantique, histoire d'isoler les États-Unis du reste du monde. Alors évidemment, nous, on serait très embêtés dans un premier temps. Après, il faudrait qu'on se mette en autonomie. Mais l'avantage des États-Unis, de leur insularité quelque part, c'est que les guerres sont en général se passent loin de chez eux. L'insularité a une contrepartie, c'est qu'ils sont ravitaillés par des câbles qu'ils ont eux-mêmes posés d'ailleurs. Et le scénario d'isolement des États-Unis par rapport au reste du reste du monde est un scénario qui est sur la table, qui évidemment n'a aucun sens là tout de suite, mais le jour où il n'y aura plus de missiles du tout, ni dans les bateaux, ni dans les sous-marins, ni sous les ailes des avions, je ne sais pas comment les uns et les autres, et notamment la Chine et les États-Unis pour dire les choses, et la Russie, pardon, vont s'en prendre aux câbles et aux infrastructures informatiques sous-marines. Alors pourquoi je dis Russie et la Chine? C'est parce que la Russie a montré ses bâtiments chargés de robots, chargés de découper les câbles, et la Chine a fait une conférence de presse montrant un bateau chargé de robots découpeurs de câbles, c'était au printemps dernier, ça avait un peu effrayé tout le monde, donc ils s'en vantent. Ils s'en vantent d'avoir développé et mis à la mer des moyens pour faire ça. Voilà, donc je garde pour l'instant ceci. Donc la guerre cyber traditionnelle continue, la guerre des data centers a été montrée du doigt et initiée, on va dire, mais stand-by pour l'instant, et le reste, le grand soir des câbles, pour l'instant, n'a pas démarré, et ne démarrera peut-être jamais, ou au contraire démarrera à la faveur d'un tarissement des ressources en munitions chez les uns et chez les autres. Donc pour l'instant, on n'a pas de sabotage à grande échelle qui pourrait impacter l'Occident sur le numérique, mais les cibles et les modes opératoires ont déjà été montrés du doigt. Donc ce qui fait que nous, si vous voulez, pour essayer quand même d'éclairer l'avenir dans cette grosse pagaille, on a mis sur la table 5 scénarios, et je vais aller aux conclusions, dont les 2 premiers sont déjà cramés. Alors, le premier scénario, le plus optimiste, ça serait un arrêt immédiat et sans condition et miraculeux des conflits. Tout le monde se retire, excusez-moi, voilà, sans représailles, sans monter au cocotier. Les uns arrêtent de bombarder, les autres arrêtent de poser des bombes. On laisse les uns vivre en cohabitation de l'autre côté du trait de frontière reconnu, etc. Bref, l'arrêt des bombardements, tout le monde rentre chez soi et la vie reprend. Le détroit d'Ormuz est libéré, disons, rapidement, disons en moins d'un mois, on va dire. Et la vie reprend après, disons, un tressautement très important. Donc ce scénario ne se produira pas. Pour l'instant, on est très clairement dans l'escalade. Et ça va pas bien, et donc je n'y crois pas du tout, et personne sur les experts et les plateaux télé n'y croit, sérieusement. Le deuxième scénario un peu plus méchant, ça serait donc un enlisement mou, c'est-à-dire un enlisement avec lequel l'Occident peut s'accommoder, donc long, qui verrait donc une consommation de missiles à dose réduite, mais longtemps, qui serait compatible avec une production de ces mêmes missiles, et donc ça tape un peu en permanence, comme une plaie qui est très infectée, si vous voulez, mais malgré tout, nos économies arrivent à s'adapter tant bien que mal, alors avec des coûts qui auront changé, des équations qui auront changé, des temps de transport qui auront changé, sans doute un peu d'activité cyber, mais enfin voilà, en gros, la crise et la guerre restent au Moyen-Orient, et on arrive à trouver un modus vivendi chez nous qui est compatible avec cette crise-là. Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Et si j'en crois, l'impact sur le coût du pétrole, l'impact sur les bourses, c'est ce que sont en train de faire tous les gens qui encadrent la distribution du pétrole. Ils sont déjà à l'étape d'après. Alors, on peut y revenir, mais enfin, pour l'instant, en tous les cas, on a traversé déjà ce deuxième scénario. Le scénario 3, c'est celui qu'on a en ce moment. Donc, on a un enlisement dur. Donc, blocage Hormuz, c'est fait. Suite des bombardements, c'est en cours. Pas d'extension au sens Chine-Russie, qui ne rentre pas dans la danse. Mais ce matin, pour dire les infos, si vous avez regardé les infos, donc c'est l'Irak qui a été bombardé, en particulier une base militaire italienne. Donc
on est sur une extension régionale, on n'est pas sur une extension mondiale. Voilà. Donc, et là, donc en aval de ça, ce sont des conséquences économiques sérieuses pour nous. Donc on est dans ce scénario-là à la minute où je vous parle. Le scénario d'après, si ça dégénère un peu, c'est une extension importante, quelques installations eau touchées, une aggravation très significative de la cyber-insécurité chez nous, entraînant donc une crise de fonctionnement grave. Donc là, les perturbations sont plus à la marge, quoi. Avec de l'informatique arrêtée, si vous voulez, on change vraiment de catégorie. Et donc ça remet en cause les grands équilibres, à la fois énergétiques, numériques, géopolitiques, etc., mais sans que ça soit la guerre mondiale. Voilà. Et le scénario 5, auquel je ne crois pas pour l'instant, mais enfin je préfère quand même l'évoquer, c'est un scénario d'embrasement général, avec intervention de la Russie qui dira ça suffit, avec intervention de la Chine qui dira soit c'est le moment de prendre Taïwan, soit on prend tout le pétrole pour nous, où ils passent de l'armement, enfin et la Russie et la Chine passent de l'armement non conventionnel à l'Iran qui s'en sert. Bref, le truc dégénère complètement et on se retrouve avec une confrontation entre gros. Voilà, pour dire les choses simplement. Donc pour l'instant, ce scénario-là est hors de portée, enfin, fort heureusement. On est sur S3. La question, c'est est-ce que ça va aller sur S4 ? Et comment on fait si ça dégénère un peu ? Alors, je vais vous proposer, comme à l'habitude, des idées de recommandations. Si vous avez des questionnements, je vous invite à les poser dans Q&R ou dans Conversation, je les prendrai en temps réel, et je réserverai 10-15 minutes à la fin pour y répondre, enfin pour tenter d'y répondre. Alors, les recommandations à ce stade sont, disons, dérivées des 2 précédents webinaires qu'on a fait en janvier et en février. Donc évidemment, gardez l'œil ouvert et les oreilles et les yeux bien ouverts sur les informations qui rentrent. Donc continuez de bien maintenir une cellule de veille sur la presse et votre filière professionnelle. Alors on est dans l'entreprise là, hein, donc je ne parle que de ça. Et il faut sans doute dans cette cellule de veille des gens qui soient un peu pluridisciplinaires, dont l'informatique. On ne le met pas toujours, dont le modèle économique, la finance, le métier, la RH, etc. etc. Deuxième chose, donc une revue de presse d'actualité uniquement sur les infos qui vous intéressent. Donc si c'est pour regarder des pétroliers en flammes sans objet direct pour vous, faites ça le soir chez vous, mais voilà, n'inondez pas l'entreprise avec des informations qui n'ont pas un lien direct chez vous. Et pour ça, il y a des outils de curation de contenu, Scoopit, HubSpot, Quora, enfin il y en a plein. Donc voyez ça avec les jeunes qui savent faire pour brancher les tuyaux des informations disponibles sur vos tableaux de bord à vous. Donc là, heureusement, on a le numérique tant qu'il fonctionne, qui permet de faire ça facilement. Et donc, ne mettez là-dedans que l'information qui peut impacter directement et strictement votre entreprise. 3, ayez la main sur... Enfin, regardez les scénarios. Donc, c'est en gros les scénarios que je viens de faire. Donc, c'est surtout S3, S4, mais déclinez-les pour vous, pour votre activité, votre filière, en fonction des fournisseurs que vous avez, de la consommation qu'il va y avoir à l'aval de votre filière avec la crise, qui peut assez significativement, je prends l'exemple du tourisme par exemple, le tourisme va être forcément lourdement impacté, notamment dans cette zone-là, et c'est pas pareil que l'alimentation, c'est pas pareil que le pétrole ou que le numérique, donc voilà, il faut quand même un peu regarder, mais c'est sans doute entre S3 et S4 que ça va se passer, disons pour l'instant. Faites de la veille sur les réseaux sociaux, donc votre réputation générale. Regardez ce que les gens disent de vous, dont les analystes financiers, mais pas que, la politique, les commentateurs en tout genre, etc. Si pour une raison XY, ça se focalise sur vous en disant comment ils vont s'en sortir, ils sont fichus, ou au contraire, ils profitent de la crise, ou je ne sais quoi. Bon, il y a des gens la com chez vous qui font ça, mais c'est le moment, dans un environnement instable, forcément, de ne pas oublier de regarder ce qu'on dit de vous. Ce qui se passe au niveau de... Même chose pour vos clients, hein, donc si vous avez des grands clients qui sont, eux, touchés pour d'autres raisons, par rapport aux fournitures qu'ils achètent chez vous, c'est peut-être bien de le savoir. Donc il faut vraiment faire ce qu'on appelle de l'intelligence économique, hein, donc c'est-à-dire regarder votre écosystème autour de vous et surveiller le comportement des collaborateurs. Donc on sait déjà qu'il y a des collaborateurs qui s'épanchent sur les réseaux sociaux, soit pour des questions d'idéologie, soit pour des questions de crainte et d'inquiétude sociale. Voilà. Ça va mal chez nous, est-ce qu'il y a un plan social, je suis très inquiet, etc. Ils vont sur les réseaux sociaux, alors ils sont libres de le faire, bien sûr. Là où ils sont un peu moins libres, on en a parlé de nombreuses fois ici,
c'est quand ils vont sur le réseau LinkedIn pour faire ça, parce que quand on va sur LinkedIn, c'est à la main du collaborateur, c'est lui qui communique. Nous, employeurs, on n'a pas la main, mais il y va avec son titre et le nom de son employeur. Et donc, c'est Tartampion, DRH chez telle, ou direction de la logistique de telle entreprise qui dit on est fichu. Voilà. Et donc, il communique à votre place, en fait. Donc là, il faut évidemment garder les rênes tendues là-dessus. Et donc, c'est à la com, à la DIRCOM chez vous, enfin c'est ce que vous voulez après, hein, mais c'est à la DIRCOM de communiquer et pas aux collaborateurs, fût-il dans les réseaux sociaux professionnels. Et puis surveiller ce que font les autres. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose qu'il faut faire, de mon point de vue, c'est la remontée des informations de terrain. Mais là, terrain, quoi. Hein, voilà. Les gens qui sont dans la rue, sur place, dans les Émirats, qui ont survolé la zone, qui reviennent de vacances, ils ont été coincés, qui ont un fournisseur qui lui-même était à 3 expats, et voilà ce qui se passe. Bref, du concret de terrain, sans passer par les filtres des médias ou de gens comme nous d'ailleurs. Mais pour voir si effectivement ça vous touche directement. Donc n'hésitez pas à questionner des gens tout simplement pour leur savoir comment ça se passe, quoi. Deuxième jeu de recommandation qui touche votre métier est la logistique. Alors pour ceux qui travaillent dans le monde matériel, hein, donc dans le monde des produits ou qui achètent des choses à l'extérieur, ça peut être des ordinateurs que vous faites livrer en ce moment, hein, tout simplement. Où sont mes marchandises ? Donc les affréteurs et les commissionnaires vous disent c'est stocké, ça prendra un mois de plus parce qu'il faut faire le tour de Bonne-Espérance, etc. Donc où sont les marchandises ? Est-ce qu'elles sont endommagées, oui ou non ? Est-ce qu'elles sont en vulnérabilité sur un quai, oui ou non ? Est-ce qu'il y a du retard, oui ou non ? Et quel est le coût du risque à côté de ça, sachant que l'assurance retard n'existe pas, mais l'assurance dommage sur les marchandises, oui. Et donc il faut regarder ce qu'il y a dans les contrats, et ce qui est dans les contrats déjà signés, bien sûr, sachant que ceux qui ne sont pas encore signés, ça va évidemment changer de musique au plan tarifaire. Mais donc en gros, d'avoir une visibilité sur où sont vos intérêts. Vos marchandises, à la fois dans le flux amont et puis dans le flux aval, bien sûr. L'infrastructure métier dont vous avez besoin, en particulier l'énergie, la logistique, donc on vient d'en parler, et donc tous les affréteurs et tous les transporteurs par qui vous passez pour tout vous promener. Que ce soit en France parce qu'ils mettent moins de camions sur la route parce que ça coûte trop cher, en Europe, même chose, ou par bateau loin, et on sait qu'il y a des bateaux coincés, donc il y a une forte demande là tout de suite de moyens de dérivation que les commissionnaires, enfin les transporteurs ne savent pas forcément honorer. Donc il faut quand même regarder ça de près. 3, une veille sur tous vos approvisionnements, alors donc là, pas les bateaux, mais le contenu des bateaux, pour faire simple, et leurs coûts. Donc on sait qu'il y a des variations de prix très importantes qui n'ont rien à voir avec la crise en cours. Je pense aux mémoires d'ordinateur, par exemple, dont les prix ont décuplé. Donc pour d'autres raisons, c'est l'arrivée de l'IA qui fait ça. Et donc il faut regarder tout ça. Et évidemment, la crise en cours n'arrange rien. Donc il y a un risque inflationniste très clair sur les marchandises que vous faites venir jusqu'à vous, avec la crise tout court, ce qui se passe en Ukraine et surtout ce qui se passe au Proche-Orient. Regardez, même chose, ce que font vos clients et fournisseurs sont exactement les mêmes chapitres, et dont vos fournisseurs critiques. Et dans les fournisseurs critiques, je passe le cloud. Enfin, je vais revenir sur l'informatique, mais si vous êtes chez les gros ont des réseaux de data centers dans le monde qui se répliquent entre eux. Vous ne savez pas même moi-même non plus, comment ces data centers sont secourus entre eux. Et donc, il faut regarder, quoi. Surveillez votre fédération professionnelle qui est censée éclairer tout ça pour votre filière. Donc là, il faut les mettre au travail. Je pense qu'ils sont tous l'arme au pied tout de suite, mais n'hésitez pas, sans être agressif, à leur exprimer via la personne chez vous qui a le lien avec cette fédération professionnelle, à leur exprimer vos besoins. Donc faites une note, hein, très clairement, j'ai besoin pour l'exercice de mon métier dans ma société pour laquelle je travaille, d'avoir telle et telle information sur ce que fait la filière, l'augmentation des coûts, les négociations en cours à Bercy. Bercy a convoqué tout le monde là ce matin, hein, donc où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, et donc si on ne leur met pas noir sur blanc, ils font comme ils l'intuitent. Alors que si vous exprimez tout à fait explicite des besoins très particuliers, très spécifiques qui vous intéressent, il y a de bonnes chances qu'ils le fassent quand même, puisque c'est vous qui les rémunérez à travers vos cotisations. Donc moi je suis passé par une certaine fédération professionnelle, un 3, donc j'ai vu comment ça marche, et donc effectivement quand les adhérents s'expriment clair et fort, si vous voulez, ça marche toujours tout de suite beaucoup mieux. Voilà.
Et je vous invite à le faire et à le dire aux personnes chez vous qui sont les interlocuteurs de votre fédération professionnelle. Et donc, mettez en place également un observatoire des coûts de la crise, donc je vais y revenir dans la partie financière, parce que tout ceci va laisser des traces. Et comme je le disais tout à l'heure, on va arriver sur un état stable de sortie qui ne sera pas l'état stable d'entrée, donc les paramètres et les coûts habituels ne seront pas les mêmes. Et donc, votre équation économique ne sera pas la même, et donc, très probablement, vos approvisionnements et vos prix de vente ne seront pas les mêmes non plus. Alors, côté RH, donc il faut regarder un peu où sont vos gens. On est en sortie de vacances scolaires là maintenant, donc tout le monde doit en principe être à peu près rentré. C'était pas le cas il y a 3 semaines. Donc les gens étaient au ski en pleine crise, inondation, etc. Donc là, a priori ça va, mais enfin on peut avoir des gens qui voyagent loin. En revanche, il y a le sujet expatrié qu'on a sur la table. Donc a priori, il est à peu près traité. En tous les cas, vous savez où sont les gens. Ce qui n'était pas le cas le jour où ça a commencé à bombarder et les aéroports bloqués. Les gens étaient coincés, mais bon, en gros, le Quai d'Orsay a réagi. C'est pas facile et gratuit, mais enfin, voilà, c'est pénible. Mais enfin, ce sujet-là, en principe, est un peu derrière. Ou en tous les cas, il est la manière de s'y prendre, en tous les cas, est derrière nous. Préparer une com interne s'il y a un niveau d'inquiétude très fort, et notamment sur les prix. Des gens qui vont dire je ne peux plus venir tous les jours au bureau parce que ça me coûte trop cher, même en covoiturage. Je pense aux régions surtout. Et donc le télétravail peut redevenir à la mode, là où les employeurs étaient plutôt en train de freiner, pour d'autres raisons. Mais sur le télétravail, c'est un système sur lequel il y a du flux et du reflux en permanence. Donc il ne faut pas fermer la porte du tout. C'est aussi un plan B quand c'est inondé, il y a des grèves, etc. Et quand les coûts augmentent de trop, c'est aussi une soupape de sécurité pour permettre aux gens de dire, écoutez, organisons-nous un peu intelligemment vis-à-vis de la situation temporaire. Après, en situation permanente, c'est à la main de chacun, mais le télétravail, à mon avis, si ça dégénère un peu socialement, ne devrait pas être exempt il faudra s'en occuper et définir une politique sociale là-dessus, qui est faite de bon sens, en discutant avec tout le monde, bien sûr. Autre point à anticiper côté RH, c'est un retour éventuel du terrorisme. Alors pour l'instant, ce n'est pas le cas, fort heureusement. Mais enfin, si la France intervient, là, l'Italie s'est fait bombarder, par exemple, tout à l'heure, donc eux, ils vont réagir. Si les Iraniens, ou je ne sais trop qui d'ailleurs, considèrent que l'Italie devient une cible, ils sont en vigilance attentat très forte. Et on a déjà connu ça, souvenez-vous, le Bataclan, etc. Donc avec une crise comme ça sur les bras, dans cette zone-là, avec la population concernée là-bas, il n'est pas du tout impossible qu'on ait un retour du terrorisme chez nous. Donc il n'est peut-être pas complètement invraisemblable, et en tous les cas imprudent, de relire vos procédures terrorisme. Pour les abonnés maîtrise des crises, donc tout ceci est en ligne dans la base documentaire, donc vous en avez. Elles sont génériques bien sûr, mais enfin elles sont assez détaillées, et il n'est pas très compliqué de les décliner. Histoire d'être réactif et d'éviter de rajouter des drames ou des maladresses à un drame si ça devait être réimporté comme conséquence de la crise en cours. Donc nous préconisons ici de enlever la poussière, si vous voulez, sur vos fiches actions terrorisme. Que faire en cas d'attentat dont plusieurs salariés sont concernés, voilà. Et encore une fois, on l'a déjà connu, donc il n'y a rien de super compliqué, mais bon, on a un contexte qui commence à arriver. Quatrième paramètre, je ne sais plus où j'en suis, donc c'est la dérive du climat politique cette fois-ci. On est en élection municipale, donc le scrutin c'est dimanche-là et puis le suivant. Dès que cet épisode-là va être terminé, nous allons rentrer en pré-campagne présidentielle assez vite. Et le débat de fond, sans avoir de vague à l'âme là-dessus, devait être ou aurait dû être sur la sécurité, la santé, l'école, le retour de l'autorité, les finances publiques, la dette, notre modèle social, etc. La crise en cours, la crise que nous connaissons au Moyen-Orient, efface en bonne partie ce centrage du débat-là pour l'amener sur le coût de la vie et rien d'autre. Or, le sujet coût de la vie, c'est l'ouverture de la boîte à promesses. Et donc, on va avoir un déballage de propositions du genre ouvrir la planche à billets, faire des chèques à tout le monde, etc. Je ne suis pas un grand économiste, mais enfin, il me semble qu'on ne pourra pas tout faire. Et ce débat-là aura lieu dans les partis politiques, ça c'est leur boulot, mais aussi dans les syndicats, donc chez nous. Et donc, si ça dérape
au plan du débat politique général, on peut se retrouver dans une situation avec une augmentation du coût de l'énergie, souvenez-vous, qui a déclenché le mouvement Gilets jaunes, qui a, mine de rien, bien bloqué le pays et foutu la pagaille un peu partout, y compris à l'intérieur de nos entreprises. Donc la dérive du climat politique et social peut se déclencher après le deuxième tour des municipales si l'inflation est trop forte, quoi, pour dire les choses très clairement. Voilà. Et puis sur la partie RH, donc que font les autres au niveau des RH, donc dans votre fédération professionnelle, et puis au sein d'association de RH. Alors, il y en a plein au plan régional, et puis il y en a une nationale qui s'appelle la NDRH. Donc si vous êtes adhérent de ce truc-là, que les DRH rencontrent les autres DRH, quoi, hein, voilà. En principe, ça se fait naturellement, mais il n'y a pas de raison d'arrêter ce truc-là. Rapidement, donc l'informatique et la partie numérique, cyber, etc. Donc c'est le moment de bien être certain où sont vos compétences clés. Si votre RSSI est parti dans la nature, à l'autre bout du monde, en formation, j'en sais rien, c'est quand même, souvenez-vous d'où il est et qu'il a des moyens de joignabilité. Vérifiez vos checklists, les fiches réflexes en cas d'incident. C'est ce que font beaucoup d'entreprises. L'ANSSI commence à froncer les sourcils en disant attention, on va rentrer en zone de turbulence. Donc, je crois qu'il y a des documents qui sont sortis ce matin. Donc, voilà. C'est pas le moment d'avoir une doc pas à jour et pas accessible. Et des gens dont on ne sait pas trop bien où ils sont. Vérifiez tous les matins que tout fonctionne bien, et notamment les câbles intercontinentaux que vous utilisez. Donc ça ne dépend pas de vous, j'ai bien compris, mais en attendant, une rupture câble peut avoir, de l'autre côté de la planète, peut avoir des incidences significatives chez nous. C'est pas la fin du monde, en général les opérateurs déroutent le trafic, tant qu'il n'y a pas trop de câbles coupés. Si c'est quelques unités, ça va. Si c'est les gros scénarios que j'évoquais tout à l'heure, évidemment, on sera prévenu, ne vous inquiétez pas, mais il va falloir bouger derrière pour retrouver l'autonomie. Maintenez vos infrastructures télétravail en conditions opérationnelles, donc c'est pas le moment d'arrêter ce truc-là. Donc j'y reviens pas, tout à jour, sauvegarde faite, etc. bien sûr. Faites un point régulièrement, notamment avec vos fournisseurs critiques, dont les acteurs du cloud. Et donc là, c'est pour les très gros, quelle est leur analyse de la situation avec les bombardements sur les data centers qu'on a déjà connus. Est-ce qu'ils sont inquiets? Quel est le plan B? Quelle est leur politique de réplication? Si tout ceci est étanche à la panne jusqu'à, je sais pas moi, 10% des data centers qui sont explosés, qu'ils le disent. Je ne suis pas un grand spécialiste des infrastructures dans le détail, mais enfin, je comprends assez bien que les data centers soient répliqués entre eux, mais c'est bien de le dire, et c'est bien de le faire en transparence avec les clients. Ça me paraît raisonnable. Et par ailleurs, c'est l'esprit de la directive Nice 2, qui n'est pas encore arrivée, mais enfin, qui est tout à fait... pas tout à fait imminente, mais enfin d'ici la fin de l'année on va la voir, et qui prévoit tout à fait clairement qu'il faut se préoccuper de la cybersécurité et de la continuité d'activité de ces fournisseurs critiques. Donc Dora, même chose. Faites un point régulier donc, avec vos fournisseurs, dont le cloud, bien sûr. Faites un point régulier avec vos opérateurs SOC, que ce soit en interne ou en externe, pour vérifier que les sondes sont à jour, que tous les indicateurs fonctionnent bien. Il n'est pas interdit de faire un exercice d'ailleurs. Et que s'il devait y avoir une cyberattaque, dont une grosse DDoS, vous saurez le voir et couper à temps. Couper une informatique ou l'isoler, c'est pas une décision facile. D'abord, c'est pas techniquement toujours très simple à mettre en œuvre. Mais s'il devait y avoir, suite au phénomène d'attrition dont j'ai parlé tout à l'heure, un transfert sur la cyber des affrontements, les attaques DDoS pourraient être généralisées. Pour taper un pays entier, on ne peut pas faire de l'intrusion, c'est pas possible. Donc c'est forcément du DDoS ou quelque chose comme ça. Et donc là, il faut fermer. Il faut repousser les adresses entrantes et vous fermer complètement. Le temps que l'orage passe, sauf que ce n'est pas des petites décisions, et techniquement, ça peut éventuellement se concevoir. Maintenant, en termes de prise de décision, c'est une autre paire de manches. Et donc, je pense que c'est pas complètement idiot de réunir à froid la cellule de crise IT avec les métiers et de dire, voilà, si on a une énorme DDoS sectorielle chez nous, dans notre secteur d'activité, qui prend la décision, comment on s'y prend, combien de temps ça dure, qu'est-ce qu'on dit à l'extérieur, etc. Donc voilà pour ça. Alors si ça barde, ça sera plus le moment de faire des grosses opérations type migration, on passe à la version 2, on change de fournisseur, que sais-je encore. De temps en temps, à l'informatique, on fait des grosses au périlleux arrière avec des grosses migrations, des gros déploiements, on bascule tout dans le cloud, on en revient, enfin bon. En temps de paix, évidemment, c'est la marche normale. En temps de guerre, est-ce que c'est opportun de faire des opérations acrobatiques alors que c'est la guerre à l'extérieur? J'en suis pas sûr. Et donc, c'est à vous de voir. Si vous avez des migrations dans les tuyaux qui sont courtes à faire, faites-les peut-être
tout de suite avant que ça barde vraiment. Mais en période compliquée, ça me paraît difficile de changer d'opérateur cloud au moment où il y en a la moitié qui sont bombardés, quoi, pour dire les choses très clairement. Donc je laisse ça à votre main si vous voulez. Moi, j'ai pas de choix là-dessus, mais il me semble dans tous les cas que la question est pertinente de savoir quel risque informatique on prend en faisant des sauts périlleux arrière au moment où ça barde à l'extérieur. Communication, donc préparer des scénarios. Donc externe interne. Alors sur la partie extérieure, c'est si on dit du mal de vous. C'est pas compliqué, hein, c'est voilà, la direction, on est aux manettes, on a parlé au personnel, les fournisseurs sont suivis, les scénarios sont sur la table, la cellule de crise est activée. Voilà. Bon, c'est souvent des choses comme ça pour dire ça on est réveillé. Le silence est un drame toujours dans ce type de choses. Et donc faites ça en liaison avec votre écosystème, donc devant, derrière, à l'amont et à l'aval de la chaîne de valeur, pour, disons, vérifier qu'il n'y a pas de bêtises là-dessus. Sur la com interne, donc même chose, mais à l'interne, et éventuellement les ajustements RH dont on a parlé tout à l'heure, télétravail, etc., que vous annoncez. Faites ça sans doute avec les instances représentatives du personnel, pour dire voilà, il y a un environnement perturbé extérieur, on sait qu'il y a des collaborateurs inquiets, ça ils vont vous le remonter, on est à l'écoute de ces inquiétudes et voilà comment on répond. C'est pas le moment d'avoir des tensions supplémentaires. Les personnes n'en veulent des tensions, y compris les syndicats d'ailleurs. Donc voilà, donc sans doute, mais disons, n'attendez pas que ça pète pour sortir de la copie blanche. Je pense qu'il faut quand même prévoir un petit peu tout ça. C'est le boulot des communicants, internes et externes. Donc normalement, ça doit être fait. Il faut juste vérifier que tout est bien à jour et disons de manière cohérente avec l'actualité qui, elle, se développe à toute vitesse. Sur la partie finance, donc finance juridique conformité, donc évidemment tableau de bord de tous les coûts, tous. Et notamment tout ce qui, de près ou de loin, consomme de l'énergie à l'amont. C'est-à-dire tout. Voilà. Un télétravailleur qui vient pas, c'est de l'énergie. Du transport, c'est de l'énergie. Un ordinateur que vous achetez à l'étranger, c'est de l'énergie. Enfin, tout est énergie. Le suivi finance et trésorerie, donc évidemment. L'anticipation de l'évolution des coûts des assureurs. Pour ne rien vous cacher, moi, mon assureur préféré, responsabilité civile professionnelle, pour pouvoir vous faire ce que je fais là tout de suite, m'a annoncé et je suis dans l'immatériel, si vous voulez, m'a annoncé un 10% d'augmentation, j'ai reçu le document hier, donc voilà, les tarifs assurance sont partis pour évoluer, parce que l'environnement du risque évolue, donc il faut se mettre à leur place, donc surveillez-le, voilà, pour savoir, peut-être pas besoin de toutes les garanties, ou au contraire de renforcer quelques-unes par rapport à votre risque, enfin voilà. Et à l'inverse, les assureurs, pour pouvoir continuer de vous couvrir, notamment en cyber, vont exiger de vous que vous ayez un certain nombre de mesures de prévention qui soient en place, dont des sauvegardes impeccables, un SOC, des exercices et 3 exercices de faux phishing par an, enfin que sais-je encore, une politique établie, un plan de formation, bref. Donc surveillez parce que ces exigences d'assurance, qui sont tout à fait légitimes, évoluent avec le temps, notamment dans un environnement perturbé. Donc c'est pas la peine de prendre du retard et donc de monter en gamme, si vous voulez, pour être à jour vis-à-vis de ces exigences qui vont assez naturellement se renforcer avec le temps, pas que pour le conflit, hein, mais pour la cyber, pour le climat, etc. Ça va se durcir de partout, ce qui paraît anticipable hein, quand même. Autre point à anticiper, c'est la vitesse à laquelle vous vous adaptez versus la vitesse à laquelle évolue le conflit. Alors pour l'instant, ça va à peu près. Maintenant, si on devait avoir des usines de flotte qui sont complètement barrées, plus des infrastructures informatiques touchées, le tout en 24 heures, ça va imposer un reformatage d'une partie de votre positionnement qui, lui, ne va pas se faire en 24 heures. Donc faites attention dans l'examen des mesures que vous pourriez prendre. Repli, retrait d'un produit, augmentation des coûts, enfin peu importe. Toute modification dans votre organisation, n'oubliez pas de renseigner la case combien de temps il nous faut pour faire ça, versus une crise qui peut évoluer assez lentement, enfin disons pas à pas, dans le mauvais sens bien sûr, mais tous les jours un peu plus, donc c'est un peu ce qu'on a en ce moment, mais qui pourrait exploser entre guillemets et nous amener non pas des vagues et des tempêtes, mais des tsunamis de difficultés. Et ça, il n'y a rien de tel pour être coincé sous l'eau si jamais ça démarre. Point suivant, le renforcement et le durcissement des infrastructures de l'entreprise, notamment des infrastructures informatiques, si on devait avoir des atteintes physiques sur les infrastructures Internet générales, pour l'instant à distance, mais après, ça peut dégénérer un peu chez nous.
Et enfin, DG, donc évidemment, alors bon, je n'ai pas la prétention de réveiller une direction générale qui serait assoupie avec ce qui est en train de se passer, ça n'existe pas. Néanmoins, il faut plutôt renforcer ce pilotage-là. Si je devais retenir quelque chose, c'est garder bien en tête que pour l'instant, les aggravations lourdes cyber n'ont pas eu lieu, pour l'instant. Les aggravations lourdes sur les Windows et la crise en cascade qui est derrière n'ont pas encore eu lieu. Et les conséquences de l'attrition n'ont pas encore eu lieu. Donc, gardez un petit peu, il faut être un peu vigilant sur des phénomènes d'accélération, sur plusieurs vecteurs, si vous voulez, qui ne sont pas simplement le pétrole, quoi. Donc être à la manœuvre de ce truc-là, continuer la veille, l'effort de veille, bien entendu, mais en comprenant bien que tout ceci est une crise qui est extrêmement systémique, dans laquelle les uns peuvent faire tomber les autres, ne serait-ce que de la partie logistique, par exemple. Donc il faut pas relâcher l'effort, être devant, mais surtout garder toujours un temps d'avance et regarder les scénarios qui sont devant vous pour savoir si oui ou non ça peut barder. Donc j'en viens évidemment, puisqu'on vous fait ce webinaire gracieusement, j'en viens avec une suggestion, c'est de vous abonner chez nous, pour un coût qui est vraiment très partagé, très, très mutualisé, donc qui vous permet d'avoir une veille et surtout une anticipation sur les scénarios pour vous permettre de vous préparer sans trop de casse. Donc des briefings, on fait 2 briefings en vidéo par semaine, plus des notes, des contenus, en anglais s'il faut, à la demande, des webinaires techniques, hein, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Il y a un centre de formation, il y a une base documentaire, bon, tout ceci est en ligne et ne dépend pas du nombre de personnes connectées chez vous. Donc on a certains de nos clients qui ont connecté l'ensemble de leurs collaborateurs, ils sont 250, il y a 250 accès sur le système, et pour nous c'est pareil, au plan tarifaire, c'est exactement la même chose que s'il y en avait 2. Quoi. Donc tout ceci, vous pouvez l'essayer, vous nous envoyez un mail, md7maîtrisedescrises.com, et on répondra à vos questions. Alors, je m'en vais... Je m'en vais, puisqu'on a terminé sur les questions, rapidement. Donc il y a... donc n'hésitez pas, donc j'en vois qu'ils sont en train d'écrire. Alors il y a certaines questions qui sont arrivées par mail. Donc merci pour ceux, certaines même avant le webinaire, qui sont arrivées par mail, donc je les ai relevées. On me demande quelle durée de la crise. J'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est qu'une crise de cette nature terminée. Parce que la durée entre le moment où ça commence, je veux bien qu'on se mette d'accord sur le début de la crise, mais sur la fin ça va être compliqué. Donc disons avant un retour dans l'état stable, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, si on a de la chance, on va avoir un enlisement mou, c'est le scénario de 3 tout à l'heure, et donc il va falloir qu'on s'habitue à, disons, une plaie infectée au Proche-Orient qui nous embête un peu tout le temps. Et on aurait un état stable, disons, au cours vers l'été, quoi, par là-bas. Si on va vers la crise dure, j'en sais rien. J'en sais vraiment rien, mais enfin, en tous les cas, on n'est pas parti avec Trump a dit qu'il a raté ça du jour au lendemain, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai du tout. Donc ça va durer, disons, quelques mois, s'il fallait dire. J'ai une deuxième question qui est sur le replay. Oui, bien sûr, il y aura un replay, donc tout ce qu'on fait là, même avec la coupure, donc je vais remettre un bout à la suite de l'autre pour que ça soit intelligible. Le replay sera disponible dans l'après-midi, ce soir probablement, et demain sur la chaîne YouTube. On m'a demandé s'il y avait des secteurs gagnants, des secteurs d'activité gagnants. Alors il y a des perdants, hein, le transport, la logistique, etc. Maintenant, les transporteurs maritimes, est-ce qu'ils vont faire de l'argent avec cette affaire? J'ai entendu que oui, mais je ne suis pas complètement certain. Le tourisme, ça va être compliqué. L'industrie de l'armement, sans doute. Voilà. Mais enfin, est-ce qu'il faut s'en réjouir qu'il y ait des gagnants dans cette affaire avec une crise pareille? Franchement, j'en sais rien. Mais à l'évidence, quand on a une crise, on a toujours des gagnants et des perdants. C'est la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est toujours anticiper et d'avoir un temps d'avance là-dessus pour bien comprendre et bien lire l'actualité. On me demande que faire quand les collaborateurs sont déprimés. Il faut leur parler. L'inquiétude, c'est quand il ne se passe rien. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et on a beaucoup moins peur d'un risque avéré, mais qui a été bien identifié, documenté, pour lequel il y a un plan B, au passage. Donc j'invite, donc ça c'est le boulot des RH, de bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, de bien écouter l'ambiance, entre guillemets, et d'être à l'écoute des collaborateurs déprimés. On me demande aussi quid du lien au travail, si ça barde complètement. Alors si ça barde complètement, j'en sais rien. On verra bien ce qui se passe, mais très clairement, la crise Covid a montré que en cas de crise,
le lien au travail et le rapport au travail se disloquent un peu. Et ça pose des problèmes derrière qui ne sont pas faciles à résoudre. Donc je préfère protéger ça à l'amont en ayant, je ne dis pas en chouchoutant, mais disons en ayant une attitude responsable, proche et honnête et régulière avec les collaborateurs qui sont en difficulté. Et ils peuvent l'être pour des tonnes de raisons. Hein. Je sais pas moi, des parents divorcés, les enfants sont loin, le transport est compliqué, ils ne voient plus ses gosses, bon, voilà. Et donc ça déprime. Ça n'a rien à voir avec la crise en cours, sauf que c'est un dérivé, et donc c'est pas la peine de l'ignorer. On vit en société, y compris au travail, et plein d'autres problèmes comme ça. On me demande comment je fais moi pour est-ce que je suis sous antidépresseur, donc la réponse est non. Je vous remercie à celui qui m'a posé la question. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, quand j'essaie de me détendre, quand j'en ai un peu marre de toute cette activité déprimante, je regarde les Jeux Olympiques et nos athlètes, enfin les autres d'ailleurs, courageux avec du handicap, c'est en ce moment, hein, et qui font des petits miracles, et on les entend plus parce qu'évidemment il y a autre chose à l'antenne, mais je trouve ça formidable de voir, voilà. Donc ça permet d'aérer, si vous voulez, le cerveau et de regarder des choses et des gens méritants dans tout ce chaos. Voilà comment je fais. Bon, c'est pas une leçon, mais enfin, petit témoignage personnel. J'ai une question sur l'IA. On me demande l'intervention de l'IA et la crise. Alors, moi, je surveille de très près l'utilisation de l'IA dans la gestion de crise, bien sûr, c'est mon métier. Brasser des données en masse, oui. Accélérer la restitution, la production de contenu, etc., pourquoi pas. Faire des résumés de notes compliqués, je suis déjà moyen, parce que quand je fais des résumés de mes propres webinaires, si vous voulez, je les envoie dans les outils que vous connaissez tous, et ce qu'il en sort, c'est qu'il y a quand même de la perte en ligne importante. En revanche, analyser une situation en disant qu'est-ce qu'il faut comprendre et comment dois-je préparer mon entreprise face à la crise, machin, vous demandez ça à vos chat GPT préférés, et là, il y a de l'eau tiède qui sort. C'est-à-dire préparer votre PCA et il y a une cellule de crise. Je caricature à peine. Donc, tant que ça n'a pas encore progressé davantage, en tous les cas, je ne suis pas sûr que vous gagnez beaucoup de temps à concentrer vos efforts là-dessus. Et donc voilà pour ça. Alors, il y a, je me dépêche de voir, pas de son, donc ça c'était tout à l'heure. Voilà, est-ce que la confiance envers l'IA, voilà, j'ai une deuxième question sur l'IA. Est-ce que la confiance envers l'IA et les solutions qu'une entreprise peut proposer ne risquent pas d'être érodées suite au couac de l'armée US et des pertes de contrats potentielles? Possible. Possible. Enfin, d'abord, l'armée US, c'est pas qu'un couac. Hein. Donc, pour ceux qui ont suivi, donc c'est l'actu de ce matin, donc les enquêtes ont montré que le ciblage avait été défaillant sur l'armée américaine et qu'ils ont tapé une école avec des enfants. Ciblage qui lui-même était assisté avec des outils, Palantir pour pas les citer, lui-même basé sur l'IA. Donc ça pose des questions morales qui sont hors de propos aussi aujourd'hui. C'est est-ce que c'est l'IA qui pilote les guerres et qui appuie sur le bouton sans intervention humaine? J'ai pas d'avis, je trouve ça effarant. Enfin bon, je pense qu'on a beaucoup plus de choses très intéressantes à faire sur la Terre en ce moment que se taper dessus de cette façon-là. Maintenant, il faut être pragmatique et c'est effectivement comme ça que c'est en train de dériver. Est-ce que la confiance envers l'IA? Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Les besoins sont tels qu'il peut y avoir encore des graves incidents et des graves atteintes à la liberté, y compris avec des enfants d'ailleurs, que ça continuera quand même. Je ne suis pas très optimiste moralement sur la question que vous venez de me poser. Donc écoutez, je n'ai plus de questions ni dans mes mails ni dans le chat. Je voudrais remercier ceux qui les ont posées. Merci à vous tous et désolé pour l'incident technique de tout à l'heure de quelques minutes, mais j'ai fait le plus vite que j'ai pu pour redémarrer la station. Il y aura de toute façon le replay raccommodé, si je puis dire, qui va être disponible très rapidement. Les slides seront en ligne pour les abonnés dans l'après-midi. Et si vous avez des questions ou sur le fond, sur la forme ou pour des abonnements, mdc@maîtrisedescrises.com. N'hésitez pas et on prendra vos demandes et on prendra rendez-vous donc pour vous démarrer tout ça rapidement. Voilà ce que je peux vous dire. Merci à vous tous pour votre patience et votre participation et donc à très bientôt.